et j'espère didactique, des anévrismes de l'aorte abdominale, puisque c'est une pathologie relativement fréquente, dont le pronostic est déterminé évidemment par le risque de rupture de l'anévrisme. Diapositive suivante. Et pour ça, on va prendre un cas clinique tout bête, réel, puisqu'il a été pris en charge lundi dernier voilà, au bloc. Alors c'est un monsieur de 68 ans qui avait été reçu dans une autre institution pour des douleurs abdominales vagues, pas du tout aiguës, a priori chroniques. C'est un patient tabagique, hypertendu artériel, alcoolique, et dont l'examen est sans particularité, en particulier au niveau abdominal. On sent, moi je le sens, mais on ne sent pas de masse absolument délirante à la palpation. Voilà. Donc un scanner abdominal est demandé par l'équipe qui le reçoit. Et sur le scanner, en fait, qui a été demandé pour des coupes abdominales, donc on voit le, si j'arrive à faire le petit pointeur, voilà. Vous avez ici l'anévrisme. Alors vous savez que les anévrismes, en général sur les angioscanners, on injecte du produit de contraste. Donc on va prendre le chenal circulant qui est là. L'anévrisme, lui, il est ici. Et on va s'attacher, quand on voit un anévrisme, à mesurer le plus grand diamètre antéro-postérieur ou dans n'importe quelle dimension. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, que ça soit comme ça ou comme ça, qui va déterminer un peu le risque de cet anévrisme. Historiquement, avant qu'il y ait beaucoup de scanners, on regardait ça sur des radios d'abdomen sans préparation, où on pouvait voir les calcifications de l'anévrisme, et on disait que lorsque l'anévrisme dépassait la taille de la vertèbre, il était bon de l'opérer. Diapositive suivante. Alors malheureusement, l'informatique nous joue des tours, puisque là c'est un film qui est censé montrer le défilement de tout l'angioscanner. Donc quand on a un anévrisme, on fait défiler les coupes, en passant très rapidement, ce qui nous permet de... c'est même pas la peine de réessayer, je pense. Ouais. Ouais, d'accord, ça va rebloquer le système. Et quand le film arrive entre les mains d'un radiologue ou d'un chirurgien vasculaire, en général, on retraite l'imagerie de manière à étudier les points clés qui nous importent et que l'on va discuter tout à l'heure, à savoir la situation de l'anévrisme par rapport aux artères rénales et son extension ou pas sur les artères iliaques. Il est bien entendu que là, nous parlons d'un anévrisme qui n'est pas rompu, qui est un patient qui arrive pour des douleurs qui n'ont rien à voir avec cet anévrisme. Diapositive suivante. Alors, un anévrisme, historiquement, c'est une augmentation de volume d'une artère de plus de 50% de son diamètre par rapport à la zone saine. L'histoire naturelle des anévrismes, elle est marquée par la progression de la taille de l'anévrisme. L'étiologie principale actuellement et dans nos contrées, c'est une pathologie dégénérative, athéromateuse, dont les principaux facteurs de risque sont l'âge, le sexe masculin, le tabagisme, l'hypertension et les antécédents familiaux. Le tabagisme est le facteur modifiable le plus important, indépendamment de tous les autres. Donc le tabac, c'est un facteur de risque très important. Ça provoque une réaction inflammatoire, il y a une littérature très abondante là-dessus, dans la paroi, avec la mise en route de ce qu'on appelle les métalloprotéases. Et les fumeurs ont une propension à augmenter plus rapidement leur anévrisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un lien avec les bronchopneumopathies chroniques, qui sont essentiellement, en majorité tabagiques. C'est tout simplement que le facteur de risque est commun aux deux pathologies. Et le risque... c'est trop vite. Le risque est multiplié par 4 quand on a une histoire familiale d'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors c'est une pathologie fréquente, il y a des grands noms qui sont décédés d'anévrisme. Albert Einstein est mort d'un anévrisme, le général de Gaulle est mort décédé d'une rupture d'anévrisme. C'est une pathologie fréquente qui n'avait pas de traitement efficace auparavant. Et un célèbre chirurgien aussi avait essayé... D'ailleurs, Albert Einstein a été opéré par
Nissen, qui est un chirurgien digestif très connu, qui est connu pour l'applicature de Nissen, qui est une opération qui prenait l'estomac et qui évitait le reflux. Et il avait imaginé d'enrober l'anévrisme, soit dans du péritoine, de l'épiplomb, enfin tout ce qui lui tombait sur la main. Et Albert Einstein avait été opéré par cette technique et est décédé de son anévrisme, parce que ça n'avait aucun effet. Alors, les anévrismes de l'aorte abdominale, la plupart du temps, ils sont totalement asymptomatiques jusqu'à la rupture. C'était différent il y a un siècle ou deux, puisque la principale étiologie des anévrismes, qui sont connus depuis très très longtemps, les Égyptiens connaissaient les anévrismes artériels, puisqu'auparavant, les principales étiologies étaient infectieuses, en grande majorité, ou traumatiques, par les coups d'épée, les machettes, les haches. Ça faisait à la fois des infections, à la fois des faux anévrismes, et c'était une pathologie absolument connue. Alors je ne vous l'ai pas mis ici pour ne pas rallonger, mais il y a un anatomiste, Vesalius, je ne sais plus si c'est italien ou français, qui avait réalisé la première ligature d'anévrisme au membre supérieur suite à une plaie par arme blanche qui était une épée. Donc c'est une pathologie connue. Globalement, les anévrismes rompus ont une mortalité de 85 à 90%, et 50% de ceux qui arrivent à l'hôpital survivent. Le but donc, c'est d'identifier les anévrismes de l'aorte abdominale, de quantifier leurs risques et de les traiter avant leur rupture s'il y a lieu. Diapositive suivante. Alors, là c'est un peu d'anatomie, et vous avez l'abdomen, le diaphragme qui est en haut, les artères rénales, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, les artères iliaques primitives, hypogastriques, iliaque externe. Donc on dit qu'un anévrisme est suprarénal si une artère viscérale au moins est englobée. Alors ce sont les plus rares, sont les plus compliqués en termes de traitement. Ils sont juxta ou pararénaux si l'origine d'une artère rénale est englobée, et ils sont sous-rénaux si ils naissent sous les artères rénales et que les artères rénales ne sont pas touchées par l'anévrisme. 85% des anévrismes sont sous-rénaux, et les anévrismes suprarénaux, donc les juxta et suprarénales, sont plus rares et surviennent un peu plus tard, en général, dans l'âge. Alors, il y a des études récentes qui ont été publiées par l'HAS. La prévalence en France, elle est de 0,22%. La prévalence, ce n'est pas le nombre de nouveaux cas, c'est le nombre de cas total par rapport à la population. Et ça augmente évidemment avec l'âge, 0,87% chez les plus de 60 ans. En Suède, donc dans des pays beaucoup plus nordiques, c'est 2,2% chez les hommes. Alors ça, c'est une constatation. Moi, j'ai eu la chance de travailler un tout petit peu partiellement dans les pays anglo-saxons. Alors c'est évident que quand vous allez en Angleterre ou en Irlande, par exemple, il y a beaucoup plus d'anévrisme de l'aorte abdominale. C'est monnaie courante. Et c'est vrai que les Asiatiques, par exemple, ont très peu d'anévrisme de l'aorte. Le diabète est en corrélation négative avec les anévrismes. Les diabétiques sont censés, les vrais diabétiques de longue date, sont censés faire moins d'anévrismes que la population générale. Et c'est aussi une constatation que l'on voit, par exemple, sur l'île de la Réunion, où j'ai beaucoup remplacé, qui conjugue à la fois le taux de diabète le plus élevé de la métropole, et une certaine population asiatique. Et les anévrismes, par exemple, à La Réunion, où il y a maintenant près d'1 million d'habitants, c'est extrêmement rare. On en voit très très peu. Ou alors on en voit chez ce qu'on appelle les métros qui arrivent. Voilà. Alors, les données HS 2013 qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, elles montrent qu'en France, il y a à peu près 11 000 personnes qui sont hospitalisées chaque année pour prise en charge d'un anévrisme. Dans 73% des cas, c'est sans rupture. Dans 10% des cas, c'est avec rupture. Et dans leur étude, en fait, ils ont inclus les dissections aiguës qui sont hors sujet ce soir. Mais ça vous donne un peu, si on retranche les 20%, ça vous fait à peu près 9000 hospitalisations par an pour les anévrismes de l'aorte abdominale. Ceux donc qui ont été détectés, bien sûr.
Les non rompus, la mortalité hospitalière globale en France, ce sont toujours les chiffres HAS tirés de nos déclarations CCM, etc. Elle est de 2,9%, tout confondu. Et pour les rompus, 45,8%. On note une amélioration, puisque il y a encore 15 ans ou 20 ans, quand on faisait des topos sur les anévrismes, le rompu, c'était 80-90% de décès. Hein. On hésitait même parfois à les opérer. On les opérait parce qu'il fallait se former. Voilà. Donc là, il y a eu une très nette amélioration de la prise en charge des anévrismes rompus et du taux de survie lorsqu'il y a un anévrisme rompu. Diapositive suivante. Alors, quelle prise en charge? Parce que finalement, quand on a un patient et qu'on lui annonce qu'il a un anévrisme, il va plus dormir, le patient, il va être inquiet, il va penser que ça va péter à tout instant. Il dit, mais docteur, est-ce que je peux marcher? Est-ce que je peux faire des efforts? Moi, souvent, on me demande, est-ce que je peux passer la tondeuse? Bon, voilà. Alors, il y a une étude qui fait référence, qui a été publiée dans le New England Journal. C'est l'étude des petits anévrismes. Vous voyez que jusqu'à 55 mm, le taux de rupture est très faible, il est même inférieur à 1%. Donc quand vous avez un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale qui est inférieur à 55 mm, le risque de rupture annuelle est inférieur à 1%. En sachant bien sûr que là on est dans des tranches statistiques et qu'il y a une gradation, évidemment, si vous avez un anévrisme de 53 mm, bon, il ne faut pas forcément attendre qu'il arrive pile à 55 pour lui proposer quelque chose. Mais là, les faits sont incontestables et incontestés. Et dès que vous franchissez la barre des 5,5, des 55 mm, le taux de rupture augmente. En gros, jusqu'à 6 cm, c'est un taux de rupture de 10% par an. Et à partir de 6 cm, on arrive dans les 13-15%. Au-delà de 7, on est à 30% de décès par an. Voilà. Alors ça, c'est un critère assez basique. Je ne l'ai pas mis dans les diapositives, mais puisqu'on est en petit comité, vous savez que la loi de Laplace, c'est la tension sur la paroi, un ballon de baudruche qu'on gonfle. Au départ, on fournit beaucoup d'efforts pour le gonfler. Hein. On gonfle les joues, on se contracte. Hein. Et après, poum, ça vient d'un coup. C'est la loi de Laplace, c'est-à-dire que la tension, elle est proportionnelle au rayon. J'ai oublié la formule d'ailleurs en vous parlant de ça. Mais en gros, plus le rayon augmente, plus la tension est importante, plus ça se distend et plus l'augmentation est exponentielle. Mais on s'est attaché aussi, on a vu qu'il y avait des anévrismes qui étaient gros et qui n'avaient pas de rupture. En général, ce sont les anévrismes fusiformes, vous savez, qui ont une forme bien symétrique, comme ça. Et donc, il y a eu des études très nombreuses, que je ne vous ai pas documentées, qui ont étudié en scanner le shear stress, c'est-à-dire vraiment de manière très documentée le stress sur la paroi au niveau de l'anévrisme. Et on s'est aperçu effectivement que la vieille notion qu'on avait des anévrismes saculaires, vous savez, très difformes, hein, très comme ça, ils étaient beaucoup plus sujets à la rupture, ces anévrismes-là. Donc là, ce n'est pas un renseignement officiel, mais la forme de l'anévrisme joue aussi un peu dans la décision thérapeutique. En tout cas, quand vous avez un patient qui a un petit anévrisme, il faut quand même le rassurer. Il faut le rassurer, mais il ne faut plus le perdre de vue. Car dans la même étude du New England Journal, sur les petits anévrismes, 70% des patients, au bout de 7 ans, avaient tous été opérés. Donc ça veut dire que quand vous avez détecté un anévrisme qui était de 4 cm, par exemple, si vous le suivez sur 7 ans, bah, il y a 70% de chances qu'il soit opéré, s'il est encore en vie, lors de la surveillance. C'est un peu contradictoire, mais voilà. Et on va y revenir. Pourquoi il n'y a pas dans d'autres diapositives, mais il n'y a pas d'intérêt à les opérer lorsqu'ils sont petits, tout simplement parce que le risque de rupture étant de 1%, et le risque opératoire, dans le meilleur des cas, étant supérieur à 1%, il n'y a pas de rapport risque-bénéfice en faveur de la chirurgie à ce moment-là. Il vaut mieux en profiter pour les bilanter, notamment au niveau coronarien, au niveau pulmonaire et éventuellement au niveau carcinologique, puisque les deux facteurs de décès dans le suivi, c'est l'infarctus du myocarde et les cancers. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut détecter les anévrismes? Ça, c'est en pratique courante. Alors oui, il y a eu beaucoup d'études, il y en a eu des centaines. Maintenant, il commence à y avoir un consensus à la fois en France et dans le monde anglo-saxon. C'est on propose un dépistage unique chez les patients, les hommes,
C'est-à-dire, on appelle ça un dépistage ciblé opportuniste, qui sera proposé qu'une seule fois, chez les hommes entre 65 et 75 ans, qui ont un tabagisme chronique ou passé. Donc ça, c'est rentable. Et la détection se fait par échographie. Ou alors, pour les hommes compris entre 50 et 75 ans, qui ont un antécédent familial. Les femmes ont été exclues de la détection. C'est assez discuté aussi parce que, en fait, comme vous savez, les femmes font beaucoup moins d'anévrisme que les hommes. Mais la limite de 55 mm, elle est fixée à 50 mm pour les femmes. Et le taux de rupture est un peu plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est des études non prospectives, donc il n'y a pas de... c'est des études non contrôlées. Alors, une fois détecté, la plupart du temps, il a été détecté par une échographie, cet anévrisme que vous allez voir en consultation. Très souvent, d'ailleurs, les urologues ou les bilans urologiques sont de gros pourvoyeurs de détection d'anévrisme, puisque ça s'adresse exactement à la même population, des hommes âgés qui ont des problèmes de prostate. Si c'est des cancers de vessie, ils ont fumé. Donc on est à peu près dans le même terrain. Et il faut faire un angioscanner. Donc l'angioscanner, il faut vérifier la fonction rénale, évidemment, enfin tout le tralala. Si la fonction rénale est vraiment complètement délétère, on peut faire une angio-IRM. Il faut motiver le radiologue pour lui demander de faire des coupes vraiment très fines, parce que la qualité de résolution et le retraitement de l'image en angio-IRM pour les chirurgiens vasculaires qui n'ont pas les connaissances radiologiques est beaucoup plus complexe qu'en angioscanner. Donc l'examen clé, c'est l'angioscanner abdominal, en coupe fine, inférieure à 1 mm si possible. Il faut évaluer le risque coronarien, puisqu'il y a une très forte association. Alors là, c'est très débattu, les gens s'empoignent encore dans les congrès. Historiquement, moi je viens d'une école où tous les patients qui avaient un anévrisme avaient une coronarographie, ce qui a été l'objet d'une publication maintenant ancienne aussi dans le New England, et qui montrait que c'était rentable. Après, ça a été très critiqué. Bon, en fait, en pratique, moi, je confie le patient au cardiologue. C'est pas mon job, et je lui demande si ce patient il est opérable au niveau coronarien. Mais il me semble que la coronarographie reste un bon examen chez ces patients qui vont être potentiellement opérés. Et puis, si on a des points d'appel, on peut rechercher un cancer, en général, radio du thorax, et puis on regarde les coupes thoraciques qui ont été faites éventuellement, et on en découvre des cancers du poumon, comme ça. Alors, donc, je suis désolé parce que le film automatique, là, ne passe pas. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, une fois que le chirurgien vasculaire, ce qu'il veut savoir, c'est qu'il veut obtenir un schéma comme ça, qui va permettre de bien connaître la distance entre l'artère rénale la plus basse et la naissance de l'anévrisme. C'est ce qu'on appelle le collet sous-rénal. Donc, on veut connaître sa distance et son diamètre. Et après, on a d'autres paramètres dont je vais vous passer les détails, qui sont la longueur de la rénale la plus basse à l'hypogastrique la plus haute, le diamètre des artères iliaques et la longueur totale de l'aorte. Tout ça pourquoi? Parce que on garde maintenant quasiment comme première intention le traitement endovasculaire. On va venir au type de traitement. Donc, quand un chirurgien vasculaire voit un patient qui a un anévrisme, le premier truc qu'on fait, on prend l'angioscanner. Déjà, en faisant défiler, on sait à peu près, on voit très bien la morphologie. On regarde les reconstructions en 3D et on essaie de faire ce qu'on appelle le sizing. Le vrai sizing, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que ça prend 3/4 d'heure à 1 heure de faire un sizing précis, à tel point que nos syndicats, d'ailleurs, sont en train d'essayer de négocier une rémunération propre pour le sizing, parce que c'est vraiment un gros travail derrière. Diapositive suivante. Alors, ce patient, on revient à notre petite vignette là, de cas clinique. Il a eu une coronarographie, ce brave monsieur, parce qu'on le sentait quand même un peu fatigué, il ne fait plus d'efforts, etc. Il a eu une fonction ventriculaire à 42%. Il avait une sténose coronarienne droite segment 2 qui était dilatée et stentée.
avec un stent actif, et il avait des lésions circonflexes pour lesquelles les cardiologues ont demandé de le revoir ultérieurement pour une nouvelle coronarographie, et une petite lésion qui n'est pas notée ici sur l'IVA. Donc au total, là, on se retrouve devant un patient qui est assez typique, hein, que vous pouvez voir en consultation. C'est un patient de 64 ans qui fume, qui est un peu perdu, qui a un gros anévrisme, 64 mm, conséquent, avec une forme un peu excentrée. Il est coronarien et par contre, il a une fonction rénale normale. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir lui proposer les traitements possibles. Les traitements possibles, c'est la chirurgie, ou c'est le traitement endovasculaire, ou c'est l'abstention. Je fais juste une petite parenthèse, pour ne pas alourdir le propos ce soir. Il y a différentes voies de recherche qui ont été entreprises pour le traitement médical, notamment avec le traitement par les cyclines, la tétracycline, qui semblerait avoir un effet sur les anévrismes de petit diamètre, par différents mécanismes obscurs, soit de lutte contre l'infection, soit un effet anti-inflammatoire, mais en tout cas ça a été prouvé. Bien entendu, le traitement par bêta-bloquant est particulièrement recommandé chez ces patients qui sont la plupart du temps hypertendus. Alors, la chirurgie, la première chirurgie a été réalisée en France, Cocorico, par Charles Dubost en 1951 à l'hôpital Broussais. Comme il n'avait pas de prothèse, il a utilisé une homogreffe sur un cadavre frais, hein, prélèvement d'aorte. Ça a très bien marché, le patient est mort 2 ans ou 3 ans après, et ça a ouvert la voie à ce qu'on appelle la mise à plat greffe aorto-aortique, qui consiste à clamper, vous voyez un clan ici, sous les artères rénales ou au-dessus s'il le faut, l'anévrisme, à contrôler les artères iliaques, ou plus bas, et à remplacer, on ouvre le sac, c'est ça qu'on appelle la mise à plat. On coud un tube en haut, en bas, et puis on va refermer la coque anévrismale par-dessus. Voilà. Voilà. Et puis vous avez le traitement endovasculaire qui consiste à mettre en place dans l'anévrisme une endoprothèse en passant par voie fémorale. Donc là, le principe est différent. On exclut l'anévrisme, mais on ne le supprime pas. Et surtout, on laisse en place les artères efférentes de l'anévrisme et de l'aorte, qui sont les artères lombaires, les artères sacrées et l'artère mésentérique inférieure. On va y revenir après. Donc vous voyez, 2 philosophies différentes. Une chirurgie assez basique, hein, quand même, parfois sportive mais basique, mais parfois lourde pour le patient. Et un concept beaucoup moins invasif, qui est le traitement endovasculaire. Je ne sais plus par où il faut... Ah, d'accord, merci. Ah, alors non, on est revenu en arrière, je crois. Ça doit être... Ouais, là, on est revenu en arrière. Il n'y a pas eu de chaussettes ou d'enveloppe. Alors, c'est ce qu'avait fait Nissen, justement. C'était les plicatures, on mettait des bouts d'acron sur les anévrismes, etc. Ça n'a pas fait la preuve de l'efficacité, surtout à l'ère actuelle où maintenant on a les... Voilà. Moi, je me souviens d'un de mes patrons qui faisait ça et puis qui avait arrêté parce que tous les patients mouraient. Je fais une parenthèse, tout va bien? Moyen. Bon, d'accord, je rappellerai après. Alors, la chirurgie, ça consiste à faire soit une voie abdominale, qui est la voie le plus souvent réalisée, une voie transpéritonéale. On aborde directement l'anévrisme, et là, on a une bonne exposition. Alors, je ne vais pas discuter de toutes les subtilités anatomiques et de chirurgie. Vous pouvez faire des voies, ce qu'on appelle rétropéritonéales aussi. On passe sur le côté, on n'ouvre pas le ventre, on récline le péritoine. Et là, ça a un avantage, c'est qu'on peut remonter très très haut jusqu'au diaphragme, voire ouvrir le diaphragme pour contrôler les artères viscérales, l'artère rénale gauche, etc. Bon, mais c'est un peu hors sujet pour ce soir. En gros, dans 90% des cas, c'est une laparotomie médiane qui permet une excellente exposition. On peut faire de la chirurgie robotisée, il y a quelques équipes qui font ça. Au départ, il y en avait 3 ou 4. Maintenant, il n'y a plus que 2 vraiment qui font ça et qui commencent un peu à s'épuiser parce que c'est long, c'est très très long. Et puis, c'est vraiment
destiné à prendre en charge des anévrismes qui ont un collet très très long, pour avoir un clampage efficace et une suture sous robot facile. Et donc en fait, c'est concurrencé par le traitement endovasculaire dont on va parler, qui est beaucoup plus simple. Voilà. Diapositive suivante. Alors la chirurgie, alors ça c'est un patient qui est opéré ici, qui avait un anévrisme juxtarénal, et on a dû revasculariser une artère rénale gauche. Donc là il y a un tube, ici, aorto-aortique, et sa rénale gauche qui était prise dans l'anévrisme, on a pris un petit bout de Gore-Tex qu'on a réanastomosé ici à l'artère rénale gauche. Voilà, donc on peut faire des tas de montages péropératoires selon l'anatomie. Alors, la mortalité globale périopératoire, elle est à environ 3% pour la chirurgie, et plus le volume du centre ou l'investissement dans les pathologies cardiovasculaires augmente, et plus cette mortalité péropératoire diminue. Donc on obtient des taux de morbimortalité de 1,5% dans les centres à gros volume, comme ici d'ailleurs. À long terme, la complication la plus fréquente de la chirurgie sont les éventrations et les faiblesses de la paroi abdominale. Hein, alors il y a beaucoup de patients qui sont pas réopérés, qui viennent, qui ont une petite boule. Mais quand on épluche les études, c'est quand même une complication assez fréquente. Donc quand on fait cette chirurgie, on fait très très attention à la fermeture abdominale. Il y a 2% de mortalité à 10 ans dans la chirurgie en relation avec un anévrisme. C'est-à-dire, en fait, en relation, ça veut dire une infection de prothèse, un anévrisme infectieux. Un anévrisme infectieux, un faux anévrisme, c'est au niveau de la suture ici, il y a une infection, parce que tout près, il y a le duodénum qui est là. Et la complication redoutable, et là qui est vraiment très souvent mortelle, c'est la fistule prothéto-digestive. Hein, quand vous avez un malade 4 ans après, qui a eu un peu de fièvre, qui revient, il dit oui, j'ai vomi un peu de sang, docteur, je n'étais pas bien, mais c'est fini, c'est terminé. Voilà, il faut faire un scanner. En général, on voit un énorme accolement du duodénum sur la prothèse. C'est pas bon. Alors c'est de plus en plus rare. Je touche du bois, on n'en voit plus. Peut-être parce qu'on a bien conceptualisé tout ça et qu'on y fait très attention. Et peut-être aussi que c'est parce qu'on fait plus d'endoprothèses aortiques que de chirurgie ouverte. Diapositive suivante. Alors le traitement endovasculaire, il est complètement différent. Il consiste à dire, il y a un risque de rupture. On va exclure l'anévrisme de la circulation, donc il ne va pas se rompre. Donc on met en place une gaine qui contient une prothèse. Je vais vous les faire passer si vous voulez les... C'est les prothèses Gore-Tex que je rendrai, vous pouvez voir. C'est les prothèses qui sont dans les gaines, là elles sont déployées. Il y en a de toutes sortes. Hein. Et en fait, vous avez une prothèse qui est dans une gaine comme ça. Et lorsqu'on déploie, il y a un système de déploiement en retirant ceci. La gaine se retire et la prothèse est totalement déployée. Voilà. Alors, c'est vraiment ça se passe comme ça. Vous allez voir une animation qui vous montre. Donc, ça veut dire que votre endoprothèse aortique, là, par exemple, elle a des petits crochets. Il faut qu'elle soit vraiment fixée au ras des artères rénales sur une portion d'aorte qui soit saine, parce que sinon, elle ne tiendra pas. Donc, c'est pour ça que le sizing est très important. Un patient qui n'a pas de collet sous-rénal, de distance entre la naissance de l'anévrisme et les artères rénales, on ne peut pas mettre d'endoprothèse comme ça. On peut mettre des endoprothèses plus compliquées, qui sont des endoprothèses fenestrées, mais je vais vous embrouiller là. En tout cas, une endoprothèse basique qui va vite et qui se passe bien, il faut qu'il y ait un collet sous-rénal. Alors, la distance, elle est appréciée par le chirurgien. Jusqu'à 8 mm, on en a mis, c'est pas un souci. Mais plus le collet va être court, et plus évidemment on va s'exposer à des complications tardives, dont je vais parler tout à l'heure. Ça, vous pouvez le faire passer si vous voulez vous amuser. Hop, voilà, ça c'est le boîtier. Voilà. Et ça se fait, vous voyez, avec des lanceurs maintenant de 16 ou 18 French, qu'on peut mettre en place par voie percutanée au niveau des artères fémorales et retirer sans faire de cicatrices.
Alors là, je vais vous mettre une animation. J'ai préféré mettre une animation parce qu'on comprend beaucoup mieux sur ce film réalisé par la société Medtronic le concept. C'est assez rapide. Donc là, en fait, il s'agit d'aller cathétériser l'aorte, d'avoir une bonne imagerie. Et vous voyez que le mouvement, c'est de retirer une gaine. Hein, c'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours. Aude, c'est ce qu'on a fait lundi. Hein, vous voyez, c'est exactement la même prothèse. On retire ça, on se positionne sous les artères rénales. Et puis le progrès, maintenant, c'est qu'on peut les repositionner si on a fait une petite erreur. Quand on est certain du coup, on largue. Il y a des stents qui viennent au-dessus des artères rénales. Hein, c'est normal, ça n'a pas de conséquences, en tout cas délétères, immédiates. Donc là, c'est un petit détail technique qui nous intéresse guère. C'est pour vous dire que la prothèse est larguée en haut. Et après, on va devoir cathétériser les artères iliaques, puisque vous avez vu sur les prothèses qu'il y a un jambage qui est beaucoup plus long, qui est celui qui va se mettre initialement dans une des artères iliaques, mais après, il y a un petit bout qui flotte dans l'aorte. Donc, ce qui peut être compliqué, c'est d'aller recathétériser ce petit bout, voilà, comme vous voyez ici, pour donner une étanchéité parfaite au montage et obtenir une prothèse aorto-bi-iliaque. Ce qui, sur cette animation, ne manquera pas d'être réalisé avec succès. Alors vous voyez aussi toutes les artères qui restent, ils l'ont bien fait pour le montrer. Vous avez l'artère mésentérique inférieure, les artères sacro-coccygènes, les artères lombaires, voilà. Donc, voilà, ça, le principe du traitement endovasculaire, c'est ça. Elle est perméable. Pardon ? Elle est perméable. La prothèse est imperméable avec un taux de perméabilité. Tu veux dire, est-ce qu'il y a du sang qui passe ? Elle est couverte, la prothèse. C'est celle que tu vois ici. Et comment les artères digestives sont... Elles ne sont plus irriguées, en pratique. Mais comme tu sais qu'il y a toute l'arcade de Riolan et les communications entre les différentes artères lombaires, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on a exclu l'anévrisme, donc qui est une boule, mais selon les cas, les artères lombaires vont refluer, et l'artère mésentérique, si elle est perméable, va refluer. Il faut le vérifier avant. Non, parce qu'on sait que, on le voit, il y a toujours des artères lombaires. Et en fait, c'est ce qui va donner, je vais y venir, ce qu'on appelle les endofuites de type 2. C'est-à-dire que tu as un patient, et ben, on a mis une endoprothèse, on est content, et puis on étudie, parce que c'est une obligation, le suivi, tous les ans le diamètre de l'anévrisme, mais ça ne diminue pas. Et là, on fait un scanner, et on voit qu'il y a une petite fuite, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est dû, la plupart du temps, et on ne comprend pas tout, parce que on les confie à nos radiologues brillants, qui vont les cathétériser et emboliser l'artère lombaire. On est content, et puis on s'aperçut que ça continue à grossir. Voilà. Mais j'y viens justement. Alors, diapositive suivante. Si ça m'a... Ah, il faut... Voilà. Alors, le principal intérêt de l'endoprothèse aortique, c'est que son taux de mortalité péropératoire, il est très faible. Il est inférieur à 1%. Ça peut être réalisé sous anesthésie locale, si l'équipe est bien motivée, sous rachianesthésie. Donc c'est une chirurgie, quand elle est bien standardisée, planifiée, et avec un bon sizing, c'est une chirurgie à faible risque. Mais, quand on les suit, ces patients, parce qu'on a une obligation quasiment légale de suivi des patients à qui on a mis une endoprothèse, au minimum 2 fois par an pendant 2 ans et tous les ans après jusqu'à 5 ans de suivi, ben on a jusqu'à 30% d'interventions secondaires. Et dans les interventions secondaires, la plupart du temps, c'est de l'endovasculaire. C'est-à-dire on détecte des fuites et vous allez voir un exemple. Et il y a 3,6% de mortalité en relation avec l'anévrisme sur les 10 ans. Il y en avait 2% pour la chirurgie, 3,6% ici. Le risque, c'est le risque de progression de taille de l'anévrisme, puisque c'est une réalité, c'est pas parce qu'il est exclu que la taille va diminuer. Donc quand on commence à expliquer ça à un patient, c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on lui dit, bah, écoutez, c'est une technique qui est simple, s'il est un peu cortiqué, on va lui dire, voilà, dans les risques, il y a 1% de mortalité, c'est très faible, etc. Mais il va falloir une surveillance. Ah oui, mais pourquoi, docteur ?
Je vais la voir, l'anévrisme, encore ou pas? Je lui dis non, l'anévrisme, il reste en place, il est exclu. Ah, mais je l'ai ou je l'ai pas? Ah, je dis non. L'anévrisme, il est exclu, si vous voulez, on va surveiller qu'il rétrécisse bien. Alors voilà, c'est le terme qu'on emploie, on dit qu'il rétrécisse bien. Alors évidemment, s'il ne rétrécit pas, là, le patient, il est inquiet. Donc c'est un facteur anxiogène, si vous voulez, de refaire des scanners comme ça. Hein. C'est comme si on disait, bon, ben, vous avez un cancer, on vous l'enlève, mais en fait, on ne vous l'enlève pas, parce que on vous l'a laissé en place, on le surveille, voilà. Il y a la nécessité d'un suivi. En France, en tout cas, maintenant, 42% des cas sont faits par voie endovasculaire, 38% pour la chirurgie, et le reste, c'est des patients qui ont été contre-indiqués parce qu'ils sont trop fatigués. Donc l'endovasculaire a pris la grosse part du traitement endovasculaire. Il y a une raison à ça, hein, c'est qu'on traite des patients aussi, il y a un biais, c'est que le traitement endovasculaire permet de traiter des patients beaucoup plus âgés, qu'on n'aurait pas traités auparavant. Donc si vous voulez, forcément, le nombre de cas en endovasculaire augmente. Parce que même un patient de 90 ans, on lui met une endoprothèse, le soir il demande à quelle heure on mange, et le lendemain il veut partir. Quoi. Enfin, voilà. Diapositive suivante. Alors le problème de ces fameuses fuites, justement, c'est ce qu'on appelle les endofuites. Le terme d'ailleurs en français, c'est endolique en anglais, mais en français ça fait peur tout de suite, parce que le patient il dit, docteur, on m'a dit que j'avais une fuite. Donc c'est un autre facteur anxiogène, ça, quand on dit j'ai une fuite dans l'anévrisme, c'est bon. Alors il y a ce qu'on appelle les types 1, c'est les plus graves, il ne faut pas les laisser passer, c'est quand il n'y a pas d'étanchéité entre le collet, la prothèse et l'aorte saine. Donc ça, en fait, ça fait effet parachute. Hein, vous avez une pression très importante qui se crée dans l'anévrisme, ça ne repart pas par le bas, et l'anévrisme il gonfle, et là le taux de rupture est très important. Ça, on ne les rate pas, ceux-là, hein, parce qu'on les voit précocement, on le voit. Et puis, ça peut être la même chose par le bas, la fuite survient par le bas. Traitement, en général, c'est un traitement endovasculaire, on remet une autre endoprothèse qui vient un peu colmater, ou un stent qui vient réappuyer. Les fuites de type 2, ben, c'est les plus démoniaques, parce qu'il y en a jusqu'à 30 à 40% dans les 6 mois qui suivent la pose d'une endoprothèse. On les voit sur le scanner. Et on ne sait même pas si ces fuites de type 2, quand elles sont présentes, c'est-à-dire un reflux par l'artère mésentérique inférieure ou par les artères lombaires, si c'est elles qui sont responsables de la progression de la taille de l'anévrisme. Donc là, il y a une littérature extrêmement abondante. On n'a pas tranché. Voilà. Il y a une autre hypothèse qui est très séduisante. Alors pour ceux qui ont déjà vu une artère de leur vivant, une artère, ça peut être inflammatoire. C'est-à-dire que quand vous mettez un stent dans une artère et que vous réopérez l'artère, elle est complètement inflammatoire avec tous les vasa vasorum et les petits vaisseaux de l'artère qui sont turgescents, etc. Et il y a une étude qui a été faite à Créteil, très intéressante, où ils ont réopéré des patients qui avaient une endoprothèse aortique, et la coque est extrêmement inflammatoire. Donc on se demande aussi si la réaction inflammatoire causée par l'endoprothèse, elle ne provoque pas une espèce d'hyperémie et d'ouverture de la vascularisation de l'anévrisme, mais qui n'est pas vue sur le scanner, et qui fait qu'il est en permanence alimenté. Les types 3, c'est quand la porosité de la prothèse est aléatoire, ou quand il y a un trou, ça arrive, hein, il peut y avoir un trou dans la prothèse, ça on le voit très rapidement. Et, les types 3, c'est quand il y a une fuite au niveau des jonctions entre la prothèse, ça se voit très facilement. Et les types 4, c'est quand la porosité de la prothèse n'est pas satisfaisante, ou qu'il y a un trou qui s'est créé pour des raisons X ou Y. Diapositive suivante. Alors voilà le cas d'un patient local qui a été très très bien opéré par une belle endoprothèse. Hein. Je ne pourrais pas vous passer le film justement pour des raisons informatiques, mais l'anévrisme grossit. Voilà, en l'occurrence c'est une dame en plus, l'anévrisme grossit, il était je crois à 55 mm, il en fait 60 maintenant, et évidemment elle a peur parce qu'elle dit j'ai une endoprothèse mais l'anévrisme grossit. Et quand on injecte ici, vous voyez cette petite flaque ici, là ce sont les deux jambages, les deux prothèses qui ont pris le produit de contraste, et là vous voyez un peu de produit de contraste ici, et quand on descend vous voyez plein de produits de contraste. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Et c'est pas parce qu'on voit du produit de contraste qu'on arrive forcément à bien déterminer l'origine. C'est ça qui est démoniaque. C'est-à-dire on reprend on fait défiler plusieurs fois le cliché. Alors en général, ce sont des artères lombaires qui sont là, ici.
Donc on les confie au radiologue interventionnel qui va essayer de les emboliser, ce qui n'est pas toujours évident puisque il faut passer par l'artère hypogastrique si elle est perméable pour remonter. Et on fait ce qu'on peut. Il y a des traitements maintenant, d'autres traitements, on met des cols dans l'anévrisme, ce qu'on appelle de l'onyx, c'est-à-dire on met un petit cathéter dans l'anévrisme et on le bourre de colle. Voilà. Mais le principal problème des endoprothèses, elles ont les inconvénients de leur avantage, mortalité très faible, facilité de mise en place, c'est le risque d'endofuite, de type 2 en particulier. Diapositive suivante. Alors le patient qu'on a vu tout à l'heure, là, qui était coronarien, sous-cardégique, plavix, qui fume, etc., ben, on lui a mis une endoprothèse aortique lundi. Voilà. On ne l'a pas fait sous anesthésie locale parce que je pense qu'il n'aurait pas été très collaboratif. On l'a endormi. Là, c'est le contrôle qu'il a eu mercredi. Donc, sur le contrôle, on fait des reconstructions 3D. On voit l'endoprothèse qui est parfaitement en place. On vérifie tout de suite que les artères rénales soient bien perméables, c'est le cas. Là, c'est la limite de l'endoprothèse. Ça sont les stents suprarénaux, c'est tout à fait normal. Et en bas, on a un respect des 2 artères hypogastriques qu'il avait. Sur les temps tardifs, il n'y a pas de fuite. La mésentérique supérieure est perméable. Voilà. On ne voit pas encore de lombaire, ça peut arriver. Donc on est content. Et, de toute façon, à J1, il fumait déjà, il s'est baladé. Voilà. Il fume le lendemain, il sort à J3. Voilà. Donc, tout va bien. Alors, conclusion de tout ça, en pratique chronique, en pratique non chirurgicale, il y a un réel intérêt à détecter, par cette détection opportuniste unique, les sujets à risque, donc les hommes de 65 à 75 ans fumeurs, ou ceux plus jeunes qui ont un antécédent familial. Le risque est très nettement augmenté dès qu'on atteint 55 mm chez les hommes, 50 mm chez les femmes. Petite parenthèse, tout cela est relatif parce qu'évidemment une femme de 1m40 qui a un anévrisme de 50 mm, ça n'a pas du tout la même signification qu'un homme de type anglo-saxon qui mesure 2m10 et qui a un anévrisme de 5 cm. Hein, il faut rapporter aussi les choses à la corpulence, à tout ça. Le bilan radiologique, il passe par l'angioscanner. Il faut faire un bilan coronarien, c'est obligatoire. Et il faut savoir que la littérature là est extrêmement abondante, donc j'ai pas voulu vous arroser de trucs. À 10 ans, le résultat sur la mortalité est identique dans le bras chirurgie et dans le bras endovasculaire. Donc si on prend les patients à 10 ans, c'est pareil. Il y a un peu plus de mortalité au départ en chirurgie, et après il y en a moins, et il y a moins de mortalité en endovasculaire au départ, et il y en a plus après. Ce qui me fait dire que les sujets jeunes, moi personnellement j'ai tendance à leur proposer de la chirurgie, parce qu'ils ne vont pas avoir l'angoisse du suivi, du scanner, du machin, etc. Et les sujets fatigués, plus âgés, je leur propose un traitement endovasculaire quand il est réalisable. Ça dépend évidemment donc le choix des comorbidités, de l'anatomie bien sûr, et puis du choix du patient. Il y a des patients, même jeunes, qui disent non, moi je veux une endoprothèse aortique parce qu'il a entendu qu'il pouvait devenir impuissant ou avoir des éjaculations rétrogrades après la chirurgie. Les chiffres sont très variables, on ne sait pas trop. Et donc il veut une endoprothèse. Mais à ce moment-là, il faut bien lui expliquer qu'il va avoir pendant 5 ans un scanner par an, l'échographie, le machin, etc. Les patients, petite parenthèse, qui sont traités par endoprothèse aortique et donc qui ont un suivi par scanner, font plus de cancer que les patients opérés par voie chirurgicale. Est-ce que c'est dû à l'irradiation? On ne sait pas. En tout cas, on ne l'a pas étudié. Mais en tout cas, les patients qui sont traités par endoprothèse aortique font plus de cancer, statistiquement, que ceux qui sont opérés par chirurgie ouverte. Donc moi, on orientera plus volontiers vers un traitement chirurgical définitif les patients jeunes. Le pronostic à long terme, il ne faut pas l'oublier, il est à la coronaropathie et au cancer. Et je crois qu'il y a une dernière conclusion, je ne suis pas certain. Voilà. Tout ça, quand même, ça a des effets positifs, l'endovasculaire ou la détection précoce, c'est que le taux d'hospitalisation pour les anévrismes rompus, c'est-à-dire le marqueur finalement d'un bon système de santé, d'un mauvais système de santé,
ça a diminué de 20% en moins de 10 ans. Donc ça veut dire que il y a une réelle attention qui a été portée au sujet. Le traitement précoce par endoprothèse, quand même, je pense, a contribué très très nettement à la diminution des cas d'anévrisme rompu. En conclusion, écoutez, il ne faut pas armer le patient. Vous savez que la limite, c'est 55 mm. Il y a des traitements efficaces qui se choisissent au cas par cas, avec le patient, avec ses comorbidités, avec son anatomie et avec le chirurgien. Et que la mortalité pour l'endovasculaire, elle est faible, vraiment très faible. Et pour la chirurgie, quand même, elle reste extrêmement faible aussi. Voilà, dans notre expérience. Et je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Merci pour votre attention.